J'ai beaucoup de plaisir à essayer de pousser au maximum cette marque qui a des valeurs qui sont celles d'aujourd'hui et de demain. Ça ne suffit plus, et c'est tant mieux, de vendre un lit et un petit déjeuner. Le rôle de l'hôtelier, c'est de faire découvrir son univers local. J'adore le management, je trouve que c'est probablement la chose la plus passionnante dans la vie, parce qu'on parle de relations humaines. Chers Insiders, notre voyage dans l'expérience et l'excellence de service continue. Et je me réjouis de rencontrer des invités toujours plus passionnants. Ce podcast n'en est encore qu'à son commencement, mais les retours que vous me partagez m'encouragent à continuer ce beau projet. Si vous souhaitez que j'aille à la rencontre de personnalités remarquables, dites-le moi sur mes différents réseaux et partons ensemble à leur rencontre. Je suis Maxime Blot, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Mon invité du jour est un expert du marketing et de la communication. Quoi de mieux pour compléter notre vision de l'expérience client? Il a également une longue carrière dans l'entrepreneuriat et je peux dire sans me tromper que le développement durable est une valeur forte que nous partageons. Je suis heureux de l'accueillir et je me languis d'en savoir plus sur son parcours. Bonjour, Olivier Dufy. Bonjour Maxime. Comment vas-tu aujourd'hui, Olivier? Merci d'être là. Eh ben écoute, ravi de m'entretenir avec toi et de faire ce podcast aujourd'hui. Ça va très très bien. Merci beaucoup, Olivier. Je voudrais commencer dans le vif du sujet par cette actualité. En mars 2021, j'apprends dans un article de l'Écotouristique que tu prends la direction marketing et communication du groupe The Originals. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et en profiter pour nous parler de ton parcours? Mais avec plaisir. Donc j'ai intégré cette coopérative qui s'appelle The Originals Human Hotels and Resorts. Le nom est un petit peu long, mais il dit bien ce qu'il veut dire. Au mois de janvier, on a annoncé ça dans la presse un petit peu plus tard, mais je l'ai intégré réellement au mois de janvier en tant que partie intégrante de l'entreprise, c'est-à-dire salarié. Faut savoir que pendant un an, en 2020, donc de début janvier jusqu'à fin décembre, j'ai exercé le même poste, mais en tant que consultant. D'accord. Pour cette même entreprise. Et pour être tout à fait honnête, avant de revenir sur mon parcours, j'envisageais pas une seconde de revenir en tant que salarié dans une entreprise, puisque on le verra tout à l'heure, j'ai un parcours de 15 ans d'entrepreneuriat, de création d'entreprise, ou d'indépendance en tout cas. Mais toujours est-il que cette année passée en tant que consultant pour cette coopérative m'a interpellé sur plein de sujets, sur les valeurs qui sont celles de la coopérative, sur lesquelles on aura l'occasion de revenir, sur l'état d'esprit, sur la façon de travailler au sein de l'équipe, notamment de l'équipe dirigeante. Et ça m'a vraiment amené à revoir ma copie, à changer d'avis. Hein, on connaît tous cette expression, je vais pas la reciter. Absolument. Et à proposer à la direction générale, donc Philippe Marguet en l'occurrence, d'intégrer l'entreprise parce que j'ai pris énormément de plaisir tout simplement. Et je continue chaque jour à prendre énormément de plaisir à venir travailler ici. Parce que le sujet est beau, parce que je trouve que cette marque a beaucoup d'avenir, qu'elle a tout compris aux évolutions de la société, dans le mode de fonctionnement, et qu'elle répond surtout à une attente forte de la part à la fois du grand public, mais aussi des entreprises et de la cible business. D'accord. Alors justement, raconte-moi un petit peu plus. Tout à l'heure, tu as utilisé ce terme que je connais assez peu dans les groupes hôteliers. Tu parlais de coopératif. Qu'est-ce que ça signifie par rapport à une chaîne, un groupe, une franchise? Tu peux nous raconter ça? Alors, une coopérative, elle a cette particularité de rassembler des indépendants qui sont tous des chefs d'entreprise, donc ils sont tous maîtres à bord chez eux. Ils sont donc des coopérateurs. Et une coopérative fonctionne avec les coopérateurs. C'est aussi un peu le principe des mutuelles, c'est-à-dire qu'un hôtelier égale une voix. En rentrant dans la coopérative, chaque hôtelier détient des actions qui ne sont pas des actions qui travaillent en bourse, hein, parce qu'il n'y a pas d'investisseurs, il n'y a pas de fonds de pension, il n'y a rien derrière tout ça dans une coopérative. Ils ont tous des actions qui symboliquement, et d'ailleurs pas que symboliquement, parce qu'elles ont une valeur, leur donnent cette voix dont je parlais tout à l'heure. Et le jour où ils décident de sortir de la coopérative parce que ils changent de métier, ils vendent leur hôtel ou ils arrêtent ou ils partent à la retraite, ils récupèrent ce même montant d'actions qui n'a pas bougé. Donc la coopérative est dirigée par un conseil d'administration qui est composé exclusivement d'hôteliers. Ils sont 12. On travaille bien sûr en étroite relation avec eux ici au siège, direction générale, direction marketing, direction réseau. Mais voilà, c'est un peu ce qui fait la particularité, et donc cette valeur de coopérative se rapproche très fortement du monde associatif,
qui est un univers qui a vraiment le vent en poupe, qui se développe énormément. On est d'ailleurs membre de la FCA, la Fédération du commerce associatif et coopératif, qui représente plus de 7% du PIB, qui représente des gros marchés qui se développent de plus en plus. Et il y a de nombreuses coopératives qu'on ne connaît pas forcément, mais qui émaillent notre quotidien. Intermarché, Chris, Optique 2000, Leclerc, tout ça sont des coopératives. D'accord, excellent. Et alors, comment est-ce que un tel groupe, donc, qui est français de base, si j'ai bien compris, un petit peu aussi basé à l'étranger, comment est-ce que vous faites pour vous différencier? Et peut-être de ton point de vue marketing, comment est-ce qu'on fait face à des géants qui sont là depuis beaucoup plus longtemps et peut-être plus structurés? Comment vous faites pour vous différencier? Bah, on se bat avec nos valeurs, justement nos différences, et on les martèle, on les répète en permanence, et il s'avère que le marché nous donne raison, qu'aujourd'hui on a besoin d'une nouvelle hôtellerie, une hôtellerie qui est plus indépendante, plus locale, plus humaine, plus déstandardisée. D'ailleurs, Mmh. les gros porteurs de l'hôtellerie standardisée cherchent tous à se déstandardiser. Nous, ça fait déjà 50 ans qu'on est déstandardisé, puisque la coopérative a 50 ans. D'accord, ah oui, je pensais que c'était beaucoup plus récent. La marque est récente, la marque a 2 ans et demi. D'accord, Elle est issue de la fusion de 5 marques qui existaient déjà auparavant. Les plus connues étaient Interhotel et Relais du Silence. je vois. Et il a été décidé il y a donc 3 ans de ne créer qu'une seule marque, de faire un repositionnement marketing et une transformation digitale, les deux en même temps. Transformation digitale, c'est s'équiper du meilleur outil digital dans le monde du tourisme, qui s'appelle TravelClick, qui Mmh. appartient à Amadeus, un géant du tourisme et de l'industrie hôtelière. Oui, Et pour autant, moi j'aime à dire qu'on opère toujours cette espèce de grand écart, mais archi maîtrisé, d'une hôtellerie qui se veut presque quasiment artisanale, mais dans le sens noble du terme, et en même temps d'avoir un des outils digitaux les plus performants du marché dans le monde entier. Donc voilà, on se bat avec ça, on se bat avec nos valeurs, on se bat avec nos hôteliers qui sont tous indépendants, qui sont des passionnés, qui veulent faire ce métier différemment. Et il se trouve que ça répond de plus en plus aux attentes des gens en général. Donc c'est comme ça qu'on se bat, on essaie de se battre sans rentrer dans des choses trop techniques, mais je pense que ton auditoire comprendra parfaitement, dans la bataille du direct. mmh. Donc faire en sorte que les OTA, tous les intermédiaires, les GDS et autres fassent partie du paysage, mais si possible de façon plus équilibrée, Bien sûr. voire un peu à l'avantage du direct. Et pour ça, on D'accord. a plein d'outils et plein de choses à raconter. Oui, alors on va pas rentrer dans tous les outils techniques, mais c'est quand même très intéressant. Également d'un point de vue hôtelier, quels sont les critères, d'entrée? Admettons, moi j'ai mon hôtel, je suis indépendant, quelque part en France. Je souhaite faire partie, de ton groupe de Human Hotels. Qu'est-ce qu'il faut que je démontre? Comment est-ce qu'il faut que je montre patte blanche un petit peu pour intégrer le groupe et bénéficier de tous les avantages, de cette coopérative et non pas de ce groupe? Bah, j'aurais tendance à dire que c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que quand tu rentres dans une coopérative, il faut pas s'attendre à payer une cotisation et recevoir des services qui descendent de façon verticale. Mmh. Coopérative, comme une association, c'est un mouvement, un groupement qui ne fonctionne que si tout le monde bouge, que si tout le monde est acteur, que si tout le monde partage. Alors ça peut fonctionner quand je reste dans mon coin, mais ça fonctionne pas bien. Ce qui fonctionne bien, c'est quand je discute avec mes collègues, quand je remonte au siège pour échanger, pour me former, pour utiliser la plateforme de service que l'on est nous ici au siège, puisque notre objectif, à nous qui n'avons rien à vendre en tant que siège, c'est juste que les hôtels développent leur chiffre d'affaires, développent leur notoriété, développent leurs services. Parce que dans un système coopératif, il n'y a pas de profit. Les contributions financières des coopérateurs chaque année sont toutes réinvesties. Donc plus les hôtels se portent bien, plus des principes de commission de contribution qui nous permettent de réinvestir dans de la communication, dans du marketing en général, dans du digital, dans de la publicité, dans des outils de performance, tout ça va dans le sens de l'effet boule de neige, et plus la boule de neige devient grosse, plus elle emmène de neige avec elle. Voilà, c'est un principe assez simple. Oui, tout à fait. Que quand on est hôtelier, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est ça qu'on s'attache à expliquer quand on rencontre des prospects ou des gens qui tapent à la porte en disant tiens, j'ai entendu parler de vous, ça m'intéresse.
On leur demande, mais êtes-vous prêts à travailler selon cet état d'esprit? La première slide de la présentation que l'on fait, c'est vous aussi, vous voulez être fier de rejoindre une marque qui vous ressemble. Voilà. Cette notion de fierté d'appartenance, elle est très importante. On n'est pas dans une entreprise qui va vous dire, bah, vous misez un, vous avez deux. Même si l'argent est important, hein, puisque ce sont des chefs d'entreprise, mais on rentre dans un système collaboratif, participatif. D'accord. Donc avec simplement si je comprends bien, une redevance annuelle pour faire partie de cette coopérative et ensuite bénéficier de tous les Oui, avantages. nous on appelle ça contribution, qui se répartit, je ne vais pas rentrer dans le détail du modèle de contribution, mais qui est extrêmement simple et très juste, et qui n'a pas été décidé, en tout cas dans la façon dont on l'a revu récemment, qui n'est pas en pourcentage du chiffre d'affaires. Nous, on mise sur le variable, c'est-à-dire que plus un hôtel fonctionne bien, plus il fait du chiffre d'affaires, bah, plus il va payer. Voilà, c'est un système très équitable. Mmh. Il n'y a pas de fixe. On a allégé le fixe au détriment du variable, mais c'est pas simplement en fonction du chiffre d'affaires. C'est tout un tas d'ajustements qui font que bah, plus l'hôtel y gagne, plus la coopérative y gagne, et au final, plus la coopérative y gagne, bah, plus les hôteliers y gagnent. C'est ça, ce cercle vertueux que j'évoquais justement. Et alors, d'un point de vue client, qui sont les clients de Human Hotels et qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Peut-être ne trouvent pas ailleurs. Alors, bah, ils viennent chercher ce que j'évoquais tout à l'heure, un autre modèle d'hôtellerie où ils sont plus considérés, où le propriétaire ou le directeur de l'hôtel ou même les équipes opérationnelles le reçoivent comme un client à part entière, comme quelqu'un de particulier, comme quelqu'un d'unique, prennent soin de lui. On l'a très clairement vu pendant les périodes de confinement où nos hôtels, bien évidemment, ont pâti de la situation comme tous les hôtels, mais un petit peu moins que les autres, parce que justement chacun d'entre eux s'est évertué à développer des trésors de personnalisation, de qualité d'accueil, jusqu'à la restauration, qui a été un sujet très important. Et il y a dans la clientèle The Originals à peu près la moitié business, la moitié loisirs. Hein. Donc business, D'accord. ce sont des commerciaux, des ouvriers qui viennent sur un chantier, des cadres, etc. Et qui habituellement allaient dans des marques franchisées. C'est pas la peine que je les cite, ça sert à rien. Bien Mais dans des sûr. marques franchisées et qui nous disaient nous les bocaux, la bouffe industrielle, on en a marre et on vient chez vous parce que soit nos hôteliers ont gardé leur restauration ouverte, soit ont monté des partenariats avec des restaurants locaux et pour faire en sorte que chaque visiteur, chaque client soit chouchouté, puisse avoir une restauration de qualité et passer un bon moment dans l'hôtel. Voilà, ça typiquement, alors c'est pas que la restauration, il y a plein d'autres sujets, on en reparlera tout à l'heure, j'imagine, mais ça a été clé et ça a été un marqueur fort de notre différence dans la façon de faire de l'hôtellerie. Mmh. Ouais, c'est en effet un point très important. Et alors, est-ce que donc je comprends bien sûr ce côté de non-standardisation qui est essentiel aujourd'hui. En revanche, quelque chose qui me paraît toujours un challenge pour un groupe, c'est de garder un niveau, une homogénéité, on va dire, de qualité. Comment est-ce que vous faites au niveau du groupe? Est-ce que vous faites des formations hôtel par hôtel? Est-ce que vous leur donnez une documentation? Est-ce que c'est eux qui doivent gérer ça et allouer leur budget? Comment est-ce que ça fonctionne au sein d'une coopérative comme la tienne? Alors, au sein de la coopérative, on a une école de formation qui est extrêmement importante et qui recense entre 30 et 40 programmes de formation différents, Ah, génial. que ce soit le marketing, que ce soit les réseaux sociaux, jusqu'à la femme de chambre, en passant par le revenu management. Enfin, il y a tout un tas de sujets, comment faire le petit déjeuner, comment l'optimiser. Enfin, il y a tous les sujets de l'hôtellerie, front desk et back, Mmh. qui permettent à un hôtelier de toujours être au niveau dans un marché qui, on l'a vu ces derniers mois, ces dernières années, évolue super vite. Donc là, en pro, cette école de formation, il y a une intégration quand un hôtelier rentre avec des sessions de formation, des journées passées ensemble, de l'intégration, de l'immersion chez un collègue. On laisse jamais un hôtelier tout seul, même si c'est un indépendant, même si c'est un grand garçon et un chef d'entreprise. Il rentre dans une espèce de famille et chacun des membres de la famille contribue à sa façon à l'aider à bien rentrer, à bien se servir des outils, à bien comprendre comment ça marche. Puis après, il y a le sujet de la qualité qui est un sujet sur lequel on est en train de travailler.
qui va être un gros sujet 2022 pour nous, pour faire en sorte que les standards de qualité soient au rendez-vous, respectés et présents. Donc on est toujours dans une espèce de juste équilibre entre demander aux hôtels un minimum de choses pour qu'il y ait ces standards de qualité, cette notion de service, le fait d'intégrer le programme de fidélité. Voilà, on impose pas réellement, il n'y a pas d'obligation quand on est dans la coopérative, mais il y a des fortes recommandations. Et puis cette autonomie, cette indépendance que chacun revendique et à juste titre et qui fait la richesse de la coopérative. Donc on est toujours entre les deux. Essayer de conseiller, de recommander, tout en laissant les hôteliers agir comme ils le souhaitent. Oui, bien sûr. Tu t'as parlé rapidement d'un programme de fidélité, ça existe aussi au sein de chez Human Hotels. Je suis assez habitué aux Oui, oui, cartes oui. fidélité qu'on trouve, mais comment est-ce que, enfin justement, Alors, quel type de programme vous proposez? il est très important ce programme et il fonctionne très très bien. C'est pas, je suis pas subjectif quand je dis ça. C'est Mmh. un des meilleurs programmes du marché. D'accord. Qui est totalement dématérialisé, qui est totalement RGPD, qui a nécessité donc une remise à Absolument. plat et de faire un gros nettoyage qui a été fait il y a 2 ans dans la base de données. C'est un programme qui, sans rentrer dans les chiffres, mais génère une importante partie du chiffre d'affaires des hôteliers, qui fonctionne avec des points qui donnent accès à des avantages, des nuitées, du food and beverage, du bien-être, du spa, etc. Et puis notre récompense phare qui marche super bien depuis des années, c'est au bout d'un certain nombre de points, le client reçoit sa bouteille Moët et Chandon directement sous étui, remis par les mains de l'hôtelier. Génial. Donc c'est un programme qui est top, que l'on anime toute l'année de façon très très efficace. Là, on a crevé les plafonds en termes de génération de chiffre d'affaires simplement via la stimulation des newsletters qu'on envoie aux membres de la base de données. On met en place des challenges pour stimuler un peu les équipes de réceptionnistes aussi à recruter. Donc on est en plein de challenge en ce moment. Ça marche super bien. Oui, Il pour n'en que reste pas chaque moins. client qui vienne devienne un membre potentiel de ce programme de fidélité, c'est ça? Exactement, parce qu'on sait aujourd'hui combien un membre génère de chiffre d'affaires additionnel dans le réseau. Donc c'est Oui. clé en termes de business, c'est clé en termes de relationnel, bien évidemment. Je vais pas revenir sur pourquoi ça l'est. C'est clé en matière de rétention également, un élément qu'on oublie souvent dans les programmes de fidélité, mais quelqu'un qui est bien chez moi peut être séduit par autre chose derrière. Donc si je fais rien pour lui, ben, je peux être attiré par les sirènes d'un autre programme, d'une autre marque. Donc même si il fait 100% de son chiffre et qu'il est bien chez moi, je dois continuer à le récompenser, à le valoriser. Donc voilà, il y a ces trois aspects-là, chiffre d'affaires, relationnel et rétention, qui sont les trois piliers pour moi d'un programme de fidélité réussi. Complètement et c'est essentiel et c'est pour ça que je te posais la question du programme de fidélité. C'est vrai qu'on bataille souvent, dans le marketing, pour, récupérer des nouveaux clients, mais tu l'as bien dit, la rétention elle est essentielle et Mmh. moi je me pose aussi la question comment est-ce que ça se traduit dans tes équipes et tu l'as brièvement décrit, ils sont challengés pour essayer de faire rentrer des nouveaux membres au sein du programme et je comprends à travers ce que tu dis qu'il y a aussi une reconnaissance importante, le directeur d'hôtel qui remet une bouteille de champagne Moët & Chandon Voilà. en récompense, donc il y a ce lien humain. On parle pas juste d'un programme, digital qui envoie des newsletters, mais aussi Du tout. Mmh. dans les opérations au jour le jour, voilà, ça se traduit de cette manière-là. C'est ça qui est. Le relais au niveau des hôtels et des équipes, il est clé. Sans lui, le programme n'existe pas. Parce que chaque jour, c'est non seulement recruter, mais c'est aussi attribuer ses points. Ça fait partie du discours relationnel. On a également des programmes de e-learning, parce que c'est un discours qu'il faut sans arrêt marteler, répéter, continuer à former, comme je le disais tout à l'heure. Et puis même auprès des hôteliers, continuer à leur dire l'importance de ce programme de fidélité, ne jamais l'oublier, en faire un automatisme, en faire un réflexe. Et on a plein d'exemples d'hôtels qui le font bien et qui montrent que ça marche très très bien en termes de part de chiffre d'affaires. Ouais, qui en tirent, le bénéfice direct et les équipes, également sont formées à ça? C'est-à-dire qu'elles sont formées par vous-même ou pareil, c'est toujours l'hôtelier qui a accès à ce que tu disais, cette plateforme? Parce que moi je traduis par un LMS finalement, un système de formation en ligne? Ou est-ce que Mhm. vous-même vous envoyez des équipes terrain? Ça, j'aimerais bien comprendre comment est-ce que un petit peu Alors, voilà, tous ces outils que vous avez à disposition. on n'a pas le volume en termes de personnes suffisant pour aller sur le terrain et former les équipes de 400 hôtels. Mmh. Donc ça nous arrive. Là, j'étais mardi dernier à Vannes avec une personne de mon équipe en charge du CRM et de la fidélité pour
faire une petite piqûre de rappel auprès de l'ensemble d'une équipe de réception, quatre jeunes filles qui s'occupent du recrutement de la réception et avec le directeur de l'hôtel. On le fait de temps en temps, mais le gros du sujet, ce sont ces sessions de formation, que ce soit du learning, que ce soit de l'inter, de l'intra. On a tout un dispositif de formation qui sont à disposition des hôteliers. On leur envoie des documents aussi, on leur rappelle un certain nombre de faits. Donc voilà, on alimente en permanence ce sujet auprès de l'ensemble du réseau, que ce soit les propriétaires, les directeurs, les gérants ou les équipes opérationnelles, pour que ça ne soit jamais dans un petit coin de leur tête oublié et que ça soit toujours très présent. Oui, bien sûr. Ton CRM, du coup, est-ce que c'est Travelbird ou vous avez un outil en plus que vous utilisez pour les données clients? Tout se fait dans TravelClick. Tout TravelClick, est pardon. intégré dans TravelClick. Oui. D'accord. Alors, je peux pas m'empêcher de poser cette question, mais le côté technique m'intéresse toujours. Comment, surtout que toi, tu es sur la partie marketing, donc tu dois avoir un énorme lien avec cet outil-là. Comment est-ce que c'est utilisé, et pour le coup, plus par l'hôtelier de manière opérationnelle? Est-ce qu'il a accès à toutes les données clients? C'est-à-dire un client qui séjourne dans un hôtel Human Hotels, il va aller dans un autre établissement. Est-ce que vous pouvez capitaliser sur les informations récoltées ou est-ce que chacun doit alimenter? Est-ce que ça se fait manuellement? Est-ce que c'est l'historique du séjour qui est automatiquement chargé dans le système? Comment est-ce que, allez, sans trop aller dans le détail technique, mais comment est-ce que tu expliquerais un peu le fonctionnement de ce système-là? Alors, déjà, la première chose, c'est que tout est digitalisé. Mmh. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tout est fait au niveau coopérative. C'est-à-dire que sur l'ensemble du réseau, le programme, il est transversal coopérative et chaque hôtelier a accès à la base de données pour connaître le client qui vient chez lui, savoir son historique, ses préférences, toutes les informations, tout l'historique client, il y a accès. C'est lui qui peut rajouter également des points si nécessaire en manuel ou en automatique, ça se fait en automatique aussi, mais en manuel il peut décider de rajouter des points parce que, je dis n'importe quoi, le café était froid et que il fait un petit geste, ou parce que c'est un super bon client et il prend sur lui de lui rajouter des points ou ce genre de choses. Donc on a à la fois un outil 100% digital, transversal et en même temps une très forte autonomie et possibilité en tout cas d'intervenir de la part de chaque hôtelier. Et pour ça, il rentre dans l'outil qui fait partie du package TravelClick qui est à leur disposition chaque jour. D'accord, ouais, non, c'est extrêmement intéressant de comprendre le fonctionnement de, de tout cela. Autre question très différente sur Human Hotels, en faisant mes recherches sur ce groupe, je veux dire, je connaissais assez peu, j'ai séjourné une seule fois. J'ai l'impression que, et tu parlais tout à l'heure de valeurs, que l'une des valeurs fortes par lesquelles vous essayez de vous démarquer, c'est notamment une approche très RSE. Est-ce que, déjà tu le confirmes, et et si oui, comment est-ce que ça se traduit au sein de ta Ouais. coopérative? Alors chez The Originals Hotels, on a commencé à mettre en place cette démarche RSE cette année. Donc c'est tout frais, hein. Faut vraiment bien se rendre compte que la marque n'a que 2 ans et demi et qu'il s'est passé énormément de choses depuis 2 ans et demi. 2019 a été une année un peu compliquée parce que comme tout changement, tout le monde n'est pas forcément monte pas dans le bus forcément, Mmh. ne s'y retrouve pas forcément, donc on Bien a sûr. perdu des hôtels, on en recrute d'autres qui comprennent mieux le pourquoi d'une marque unique, le pourquoi de cet outil digital formidable. Voilà, et on est en train de reconstruire tout ça et de repartir vraiment. Là, on a vécu les années un petit peu de nettoyage, on va dire, mais qui sont naturelles, hein, qui se font dans tout changement majeur. Voilà, donc la RSE a été seulement initiée cette année et va continuer, ne jamais s'arrêter parce que c'est un sujet qui doit être permanent et vraiment en toile de fond. Donc cette année va passer par 2 sujets clés. Le premier, c'est la labellisation de la coopérative en tant qu'entité, donc au niveau du siège ici, là où je me trouve. Et ça va C'est à être Paris, hein, n'est-ce pas? c'est à Paris, ouais, dans le 18e, à D'accord. Porte-Montmartre, par une labellisation AFNOR, donc qui est un label reconnu européen et de Oui, tout à qualité. fait. Et puis dans un deuxième temps, mais en parallèle, un accompagnement de notre réseau avec un partenaire qui a la particularité et la qualité de proposer des outils qui permettent à chacun de s'y retrouver. C'est-à-dire qu'on a dans le réseau des gens qui sont certifiés AFNOR en exemplarité, qui est le plus haut niveau de certification AFNOR. On a quelques hôtels comme ça qui sont au top. Et puis on en a qui n'ont rien fait de rien. Voilà. Donc Mmh. et puis on Les peut mauvais avoir élèves.
Oui, même pas. Enfin, ça fait pas partie de leur parcours, voilà, tout simplement. Bien Et sûr. ces gens-là doivent pouvoir monter dans le train comme les autres. Donc l'idée est de faire des modules ou des outils de suivi et un accompagnement qui permet à chacun de s'y retrouver, chacun à son niveau, et de progresser chacun à son niveau. Il y en a qui vont rentrer par le niveau 0, qui est le niveau réglementaire, d'autres qui seront au niveau 1, qui est le début de la RSE, et puis d'autres qui seront déjà dans leur façon de fonctionner au niveau 2 et qui vont viser le niveau 3, par exemple. Voilà. Et ça, c'est Oui, super important, ce qui nous a amené à ne pas forcément aller vers du AFNOR au niveau de l'ensemble du réseau, parce que AFNOR est plus statutaire, plus rigide dans sa façon de fonctionner, et ça correspondrait pas à notre réseau, qui est hétérogène, mais c'est notre force, hein, et on en est ravi qu'il soit hétérogène. Donc il nous fallait quelque chose de souple, qui permette à chacun d'avancer. Ouais, je comprends bien le choix et le positionnement. Je te posais pas une question RSE tout à fait au hasard, parce que il me semble, dans les informations que j'ai pu collecter, que toi, à titre personnel, c'était quelque chose qui est assez présent dans ton parcours. Alors, on a bien parlé de The Original Hotels. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu en es arrivé là? Tu parlais d'une quinzaine d'années dans l'entrepreneuriat. Je sais que voilà que tu as créé ton entreprise, créé des entreprises d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous détailler tout ça? Oui, oui, bien sûr. Bon, la première partie que je vais balayer très rapidement, c'est 15 années dans différentes agences de marketing Agence de marketing du service, coup. de publicité, voilà, un petit peu des deux. Des D'accord. gros groupes américains, mais aussi des petites agences indépendantes, des petits groupes français. Voilà, j'ai un petit peu tout fait. Enfin, un petit peu tout fait. Au total, ça fait 4 agences sur 15 ans, donc c'est pas non plus tout le marché des agences. Euh, mais ensuite, je me suis plus orienté vers une carrière marquée par l'entrepreneuriat et l'indépendance. Euh, D'abord en étant consultant, puis en créant ma propre agence. J'ai fait un autre métier aussi en parallèle dans la franchise. Je suis devenu franchisé d'un réseau, et puis ensuite j'ai vendu l'agence que j'avais créée à un groupe. En parallèle, j'ai créé une marketplace vegan avec 2 associés. Et donc Excellent. voilà, et tout ça s'est enchaîné de façon extrêmement naturelle, au fil de l'eau, voilà, que par le biais de rencontres, tout simplement. Donc c'est ça que je trouve assez incroyable dans la vie, et c'est ce qui me fait avancer, c'est cette histoire de rencontres. Mais Oui, pour bien en sûr. revenir au sujet du véganisme, voilà, j'ai rencontré des gens dans le groupe à qui j'avais vendu mon agence, des gens qui étaient déjà véganes et qui m'ont, je vais pas dire initié, mais qui ont partagé un certain nombre de choses, d'informations que j'ignorais, qui m'ont ouvert les yeux sur pas mal de choses. Je trouve que j'étais totalement prêt à ça. J'étais presque mûr, hein, on va dire, pour franchir le pas. Je pense qu'il faut l'être en effet pour Ouais, ouais. franchir ce genre de pas qui peut être assez compliqué. C'est pas tellement compliqué, c'est juste une prise de conscience des choses. Et quand on prend conscience des choses, après, ça devient un style de vie. Moi, je Hmm. suis vegan depuis 8 ans maintenant, 7 ans. J'y pense jamais. Enfin, c'est-à-dire que je me dis pas, oh là là, il faut que je pense à faire ça, ou que je Bien pense à ne sûr. pas faire ça. Ça Hmm. devient mon style de vie, et il est naturel, et j'y trouve beaucoup de plaisir et de satisfaction. Voilà. Oui, j'imagine. Et puis à partir du moment où l'entourage que tu côtoies est au courant de ça et peut-être peut ressembler aussi à ça, c'est d'autant plus facile parce qu'il y a moins d'écart. En tout cas, Ouais, je suppose. mais autour de moi, j'ai pas tant d'amis véganes que ça, et ça se Hmm. passe très très bien Ouais. parce que je vis cette situation de façon totalement autonome. Je partage quand on me demande de partager, je réponds quand on me demande, quand on me pose des questions sur le sujet, mais je ne fais pas de prosélytisme, je n'essaie pas de convaincre tout le monde de l'être. J'informe juste comme moi j'ai été informé, puis après chacun trace son chemin à sa façon. Hmm. Mais ce que m'a appris le véganisme, en tout cas, c'est la dimension de respect global de la nature, des animaux, de moi-même, et donc forcément des autres aussi, hein, des hommes, des gens, de l'être humain en général. Et ça, je crois que c'est le plus beau des cadeaux. Euh, Quand je suis devenu vegan, c'est ce que ça m'a apporté de plus important. Voilà. Oui, tout à fait. Il y a la dimension tout à fait alimentation et du coup le respect de sa planète, de ce qu'on consomme et d'être beaucoup plus à l'écoute et en complément de ça, je crois que tu es également investisseur pour une entreprise, tu vas nous en parler mieux que moi, qui s'appelle Time for the Planet, dont on entend beaucoup parler dernièrement. Oui, alors j'ai été contacté par Time for the Planet pour mettre quelques sous chez eux, parce que je trouve que la démarche
d'accompagner des entreprises à impact positif était une belle démarche. Voilà, Mmh. je vais pas m'étendre plus sur le sujet. Ça faisait partie de mes valeurs, je le fais. Il se trouve que c'est dans le mode de fonctionnement de Time for the Planet que ça apparaît sur les LinkedIn de façon quasi automatique. Je pourrais l'enlever, hein, pour être tout à fait Mmh. transparent, mais bon, je l'ai laissé. Non, mais encore une fois, en tout cas de mon point de vue, qui te connaissait pas personnellement avant ça, ce qui en dégage du coup, c'est quand même, enfin, on pourrait penser que tout ça est très distinct et séparé, mais en fait, il y a quand même un état d'esprit assez global de la manière dont tu fonctionnes, Mm. en très porté sur, moi j'ai l'impression l'humain, très porté sur le développement durable, sur bah, la place que chacun a et la consommation qu'il fait, et tout ça, ça a beaucoup de sens et je trouve ça extrêmement intéressant pour quelqu'un qui est à la direction du marketing d'une coopérative qui, si on fait des grandes caricatures, peut être vu comme quelqu'un qui finalement veut faire vendre plus. Donc on pourrait mettre ça un peu en opposition. Comment est-ce que toi tu le vis justement de ton point de vue? Alors déjà, la première chose, c'est que quand on est dans une coopérative, on cherche pas à vendre à tout prix et à faire du profit. Donc ça fait une grande différence. D'accord. Et puis, je pense que le marketing peut être un marketing sensible, humain, à l'écoute des Absolument. autres, pour faire progresser. Alors, on parle d'une marque. Alors, quand on parle d'une marque, forcément, ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est de la vente, l'argent. Bah, ça fait partie du moteur, hein. Bien sûr. Mais moi, j'ai appris que le développement durable, l'écologie, tous ces sujets-là sont des sujets qui ne peuvent fonctionner que s'ils génèrent un potentiel économique, si ça emmène les gens. C'est pas de la décroissance qu'on cherche, c'est à consommer autrement, à consommer mieux, à consommer un peu moins, pour être tout à fait transparent. Mmh. Moi, mon rôle dans cette entreprise, dans cette coopérative, c'est de faire en sorte de faire connaître le plus largement possible cette entreprise qui a des valeurs, certes qui vend un produit, mais sinon ça serait pas une entreprise et il se passerait rien et je serais pas en train de te parler et j'aurais pas ce Bien boulot-là. sûr. Mais de valoriser une entreprise versus d'autres qui me correspondent moins et qui je trouve ont moins bien compris et dans quel sens devait aller la société. Et donc, j'ai beaucoup de plaisir à essayer de pousser au maximum cette marque qui a des valeurs qui sont celles d'aujourd'hui et de demain. Voilà, c'est comme ça que je le vis et j'ai du coup aucun problème de conscience entre ce titre de direction marketing qui, tu as raison, est souvent connoté, Absolument, ouais. ou même de communication. Souvent, c'est de la com. Ouais, c'est de la com, c'est du vent, c'est pour faire vendre, c'est pas la réalité. Moi, je m'attache vraiment à essayer de faire paraître la réalité de ce qu'est notre réseau. Mmh, et du coup, tu es complètement aligné, mais je te remercie voilà, d'apporter ces éclaircissements qui, moi, me font beaucoup de bien à titre personnel parce que on peut souvent avoir cette culpabilité, et moi je l'ai eu quand on travaille dans nos métiers, qui sont forcément des métiers de consommation, c'est de la consommation Mmh. de services, parfois de produits. Voilà, se sentir coupable de faire vendre, de faire acheter plus. euh, mais la façon dont toi tu le dis, et moi je le comprends, c'est pas juste acheter plus, c'est surtout acheter mieux. Exactement. Euh, et voilà, ce côté-là, il est essentiel. En tout cas, merci de le mettre en valeur. Et alors, comment, si je peux poser la question comme ça, comment est-ce que toi, à travers le marketing et peut-être à travers ta coopérative, tu penses que en fait, ton travail peut apporter à l'excellence de service dans les opérations, puisque tu sais que moi, c'est un podcast qui est très Ouais. sensible à l'excellence de service, c'est un petit peu mon fond de sujet. Comment est-ce que le marketing peut-il apporter à ça? Alors, pour moi, l'idée, c'est de développer ce mot que tout le monde utilise à tort et à travers, qui est l'expérientiel. Tout le monde Mmh. parle d'expérience aujourd'hui Tout pour à fait. qualifier tout et n'importe quoi. Euh, L'industrie hôtelière, comme beaucoup d'autres industries, même si j'aime pas ce terme-là, mais bon voilà, si on prend l'industrie automobile ne vend plus un moteur qui a troué un volant depuis bien longtemps. Ils vendent un style de vie ou un profil de personne ou un état d'esprit ou des valeurs. Bon. L'aéronautique, pareil, vous montez plus dans un avion qui va à 900 km/h et qui a deux ailes et qui fait Paris-New York en 6 heures. Non, vous rentrez dans un espace où il se passe des choses, on est presque proche des univers très oniriques et parfois incompréhensibles des parfums ou du luxe. En effet. L'industrie hôtelière n'échappe pas à ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus, et c'est tant mieux, de vendre un lit et un petit déjeuner.
aussi bon ou aussi parfait soit-il. Si je passe une nuit dans un bon lit et que j'ai un bon petit déjeuner, ok, j'étais dans un hôtel, soit. Point à la ligne, je m'en vais et j'oublie. Si en revanche, ce qui est la promesse de base, mon lit est bon, ma chambre est bien, mon petit déjeuner est bien aussi, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour rendre l'expérience, le séjour en l'occurrence, mémorable, unique. Voilà, c'est ça qui est important. Et c'est là où l'hôtelier et l'humain et le local intervient de façon extrêmement forte. C'est que à charge de l'hôtelier et nous de l'aider à ça, de faire en sorte que ce séjour reste dans les esprits. Alors il y a plein de façons de le faire, hein, selon sa localisation, selon le type d'établissement qu'on a, selon les moments, selon la population qui vient. On a des populations business qui viennent régulièrement. Comment est-ce qu'on fait pour rendre les séjours uniques, mémorables? Alors c'est un peu plus compliqué parce que ils passent une journée, ils sont crevés, ils arrivent à l'hôtel, ce qu'ils veulent c'est se détendre et puis le lendemain matin ils repartent à 7 heures. Donc. Mais on peut créer des mini-expériences internes à l'hôtel, je dis n'importe quoi, ça peut être une séance de créativité autour d'un cocktail. Voilà, j'apprends en une demi-heure, super vite, avec un mixologue, à créer mon cocktail, à découvrir des saveurs et à devenir quelque part un peu barman pendant une demi-heure. C'est un exemple, il peut y en avoir des dizaines d'autres. Et puis à l'opposé, si je suis un établissement comme un château, puisque on a, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a 6 catégories dans cette marque The Original Hotels, de l'entrée de gamme jusqu'au plus luxueux, qu'on appelle collection, le dernier segment. Et là, on a des châteaux, donc c'est forcément beaucoup plus simple pour un château de créer des expériences magnifiques quand on a, comme le château du Rivaux, un immense potager, que la cuisine gastronomique est faite à partir du potager, que l'on a un parc énorme, que l'on a une végétation absolue, que le château en lui-même fait partie du patrimoine historique, etc. Donc là forcément c'est plus facile. Mais si on prend l'intermédiaire, on peut très bien avoir des vélos électriques, donner des parcours un peu originaux, un peu singuliers, un peu sympas à faire, avec un panier pique-nique de produits locaux, et on crée une mini-expérience. Je dis pas que ça sera l'expérience toute une vie, bien sûr, mais en tout cas on laisse une trace positive parce que le rôle de l'hôtelier, c'est de faire découvrir son univers local, son savoir-faire local, ses connaissances locales, rencontre d'un artisan, rencontre d'un lieu qu'il adore ou qui est pas trop visité, découverte de la région, produits locaux bien évidemment, gastronomiques. Voilà, il y a plein de choses à faire et ça c'est le rôle de l'hôtelier. Et c'est en ça que le séjour va être différent. Je vais pas dans un hôtel, je vais dans un endroit et je vis des choses dans cet endroit. Oui, et on vit des émotions, en tout cas c'est ça dont on se souviendra, et cet hôtelier, ça transpire à travers la manière dont tu le racontes, il a ce rôle d'ambassadeur de son territoire, c'est un petit peu comme ça que moi je le comprends. Pour répondre à ta question sur l'excellence, pour moi l'excellence c'est ça, c'est d'arriver à faire en sorte que le séjour soit un séjour d'étonnement, d'enchantement, de souvenirs, de bons moments. C'est pas forcément synonyme de luxe. C'est pas voilà, pour moi c'est ça l'excellence, c'est que le séjour soit parfait. Et il peut être parfait de façon extrêmement simple, extrêmement même basique, rustique, primaire, peu importe le terme qu'on utilise. Mais si j'ai cet état d'esprit, cette rencontre que je peux faire avec l'hôtelier, avec un endroit, avec une région, avec une campagne, avec même une ville, même un quartier, voilà, c'est ça qui est important pour moi et c'est ça l'excellence, qui est pas facile à atteindre. Hein. Qui est extrêmement difficile à atteindre, je pense, parce que à la fois c'est tellement vaste et en même temps il s'agit de tellement de détails que c'est difficile d'aligner tout ça, de coordonner tout ça. Et en fait, en effet, tu fais bien aussi de le signaler. On peut atteindre l'excellence sans être dans le luxe. Ouais. Et c'est ça, hospitality, hein, c'est ça. L'hospitalité, c'est le sens du détail et le sens du comment je reçois les gens. Absolument. Je suis pas un vendeur de pioles. Hein. Et on l'a pas dit haut et fort, mais il est en filigrane tout le long. Derrière tout ça, c'est bien sûr c'est l'humain. L'humain qui crée cet accueil et qui crée ces expériences. Tu as cité ce directeur d'hôtel et toutes les équipes qui l'accompagnent et qui permettent que y ait une émotion forte à la fin, dont ton client va se souvenir quand il va revenir. Ouais, alors moi je sais qu'Ibis est en train de créer des hôtels sans personnel, que avec des cartes. Alors il y a peut-être un besoin à ce niveau-là, notamment clientèle business qui vient régulièrement, qui a pas envie de parler, etc. Mais
je suis assez dubitatif pour être honnête, parce que même dans ce cas de figure-là, c'est rare qu'on ait envie de parler à personne, qu'on n'ait pas envie d'un contact humain agréable, d'un sourire, d'une petite histoire, d'une petite tape dans le dos, d'une attention culinaire, ou d'offrir un verre, ou de montrer quelque Complètement. chose. Enfin voilà, bon, je leur Complètement. souhaite tout le succès qu'ils méritent, hein, mais je pense pas que ça soit vraiment ma vision de l'hospitality au sens. Et je la rejoins, j'imagine qu'en effet, il doit y avoir des besoins derrière, mais pour moi, on est à l'opposé en tout cas, ce pourquoi j'ai choisi ce métier, aussi bien en tant qu'hôtelier qu'en tant que client. Quand on va dans un établissement, c'est avant tout pour vivre une expérience avec des personnes. Là, on est dans quelque chose assez robotique. Maintenant, encore une fois, si ça peut répondre à un besoin, pourquoi pas, n'est-ce pas? Ouais, je pense qu'il y a la place pour tout le monde, mais Oui, absolument. Et alors justement, en termes de clients, d'hôtels ou pas forcément, toi, quel est ton meilleur souvenir, d'expérience client? Qu'est-ce qui t'a marqué? alors j'ai souvenir, c'était pas si loin que ça. J'ai pas mal voyagé, mais finalement c'était pas si loin que ça. En distance, c'était en Sologne. D'accord. J'étais dans un bâtiment qui était très joli, une chambre spacieuse. Je pense qu'il y en avait que 2 dans le bâtiment, de mémoire, heu, qui donnait sur un parc, donc une chambre très claire, très blanche. C'était très chouette, hein, franchement. Le repas, je m'en souviens plus trop, ça devait être bien sûrement, mais on était en pleine forêt solognaise, et ce dont je me souviens, c'est cette balade à cheval, organisée par l'hôtel, et avec un guide, et on s'est baladé dans cette forêt qui était somptueuse, avec des chevaux qui étaient magnifiques. C'était pas, moi je suis pas cavalier émérite, et d'autant plus Mmh. que être cavalier, quand on est végan, c'est pas forcément tout à fait compatible, parce qu'on sait que le cheval souffre Difficile quand de même monter un sur une petit selle, peu. végane? Non, 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 mais c'est pas ça, c'est qu'on sait maintenant que le cheval souffre un peu du dos Ouais. quand on monte. Mais bon, je ferme la parenthèse. Mais toujours est-il que j'avais trouvé cette promenade fabuleuse, et l'ensemble m'a laissé vraiment. Ouais, c'était il y a 20 ans à peu près, hein. C'était il y a 15-20 ans, et je m'en souviens encore. Alors je suis Mmh. allé dans pas mal d'hôtels à travers le monde, ou même en France, et là, quand on parle comme ça, c'est le seul qui me revient, quoi. Enfin, le premier en tout Mmh, cas. aussi. Je pense que si je creuse un peu, j'en trouverai d'autres, mais voilà. Et pourtant, c'est pas grand-chose. Alors si, c'est grand-chose parce qu'il y avait un cheval, qu'il y avait une forêt, qu'il y avait tout ça, mais c'est cet ensemble qui m'a laissé cette trace-là. Mmh, et je vois et j'aime bien quand tu dis que tu te souvenais pas forcément de ce que tu avais mangé, mais là, ce que tu racontes, c'est quand même Ouais, l'émotion que tu as vécue, à ce moment-là et exactement. et dès qu'on t'en parle, tout de suite, ça revient et tu peux presque ressentir, le moment où tu l'as vécu. C'est toujours, Ouais. très intéressant de se replonger dans le souvenir de quelqu'un. Mmh mh. Hem, pour, refaire un bond dans le présent, il y a un point que je voulais aborder absolument dans ton travail, pas seulement sur le côté, marketing cette fois-ci, mais sur le côté, management. Moi, Mmh j'aimerais mh. bien savoir, Olivier, avec le parcours que tu as, quel type de manager tu es, au quotidien? Comment, est-ce que voilà, ça s toutes tes valeurs, en fait, tout ça se transmet? Sachant que je crois que tu as 4 ou 5 personnes dans ton équipe. Au-delà du reste, tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr, j'en ai 6. J'ai en D'accord. fait, la cellule marketing, ou service marketing, division marketing, peu importe le terme, comprend pas mal d'activités. Il y a toute l'activité CRM fidélité, sur laquelle il y a 2 personnes. Il y a l'activité RSE, ça c'est une personne. L'activité marketing B2B. Marketing B2B, c'est quoi? C'est la présence de la marque dans les hôtels. Donc ce sont les enseignes, c'est les produits logotés, c'est la présence de la marque, c'est la présence de la marque sur les sites, sur les réseaux sociaux, faire en sorte que la marque vive à travers le réseau hôtelier, qui est une chose extrêmement importante. J'ai une personne qui s'occupe de la com interne et com externe avec moi, donc qui m'aide sur les campagnes de pub, qu'elles soient B2C ou B2B. J'ai les RP, donc je m'occupe directement avec un cabinet, sans avoir quelqu'un dans l'équipe pour ça, c'est pas D'accord. nécessaire. Et puis une personne qui s'occupe des social media, vraiment à plein temps. Donc voilà, ça fait 6 au total. Moi, j'adore le management. Je trouve que c'est probablement la chose la plus passionnante dans la vie, parce qu'on Je suis parle de d'accord avec toi. relations humaines, que ce soit pour faire du marketing, de la comptabilité, ou je sais pas quoi, même si je suis pas fan des chiffres. Et ce que j'aime beaucoup faire,
Déjà avoir en tête que le management, il va dans les deux sens. Il est, comme diraient les PMS, on est en two ways, two ways advance. Absolument, oui. Il Euh, faudra que je mette une explication de tous les anacronymes qu'on ouais, a ouais, utilisés. ouais, Comme tu le disais, mon audience est exactement. en effet assez hôtelière, mais il y en a aussi qui découvrent, en tout cas qui veulent Ouais. découvrir, je l'espère. Donc rassurez-vous, je mettrai tout en référence. C'est une information descendante et remontante. C'est-à-dire que Absolument. moi j'ai des obligations comme mon collaborateur a des obligations. L'idée c'est que on se fasse progresser tous les deux. Donc, je laisse beaucoup d'autonomie aux gens que je manage, tout en ayant un contrôle et une aide, puisque je suis là aussi pour les faire grandir. Et puis, je suis responsable de cette équipe, je dois rendre des comptes de cette équipe, donc je regarde ce qui se passe. Mais je laisse chacun travailler de la façon qu'il souhaite. Ce qui m'importe moi, c'est le résultat, c'est l'objectif. Donc, que ce soit l'écriture d'une note, la façon de construire un Excel ou un tableau de résultats, moi, ce qui m'importe, c'est que le tableau de résultats il soit clair, qu'il soit parlant, qu'il y ait les bons indicateurs. Après, si ça doit être sur un Excel, un Word, avec de la couleur, pas de couleur, comparer telle et telle chose, ça m'est égal. Et je trouve que c'est comme ça que les gens arrivent à s'épanouir. Mhm. Là où j'ai le plus appris, parce que en gros, dans mon parcours, j'ai commencé à manager pas mal, même dans la première partie quand j'étais en agence. Ce qui m'a le plus appris, c'est je suis président d'une association sportive depuis 11 ans maintenant. D'accord. Quel type Euh, de sport? c'est du taekwondo. D'accord, génial. Donc je suis président, pratiquant et instructeur de taekwondo. Mais surtout, ce qui est important, c'est que j'ai appris à manager des gens sans avoir aucun pouvoir sur eux. Mhm. C'est-à-dire que c'est une association, tout le monde est bénévole, moi compris. Et donc j'ai un bureau avec lequel je fonctionne et j'ai des élèves et des parents d'élèves que je dois tous inciter à donner un coup de main. C'est comme la coopérative, hein, si personne se bouge, ça n'avance pas. On peut Ouais. pas. Et alors, comment est-ce on inspire sans ordonner? Et ben c'est toute la complexité et en même temps tout l'intérêt, c'est savoir valoriser, donner un cap parce que c'est important de donner une direction pour emmener tout le monde avec soi, mais en Mhm. même temps, faut responsabiliser tout en valorisant, et en étant exigeant parce que s'il y en a un qui joue pas son rôle, ça se casse la figure, tout en étant flexible si cette personne ne joue pas complètement son rôle. Voilà, donc c'est un travail un peu d'équilibre, d'équilibriste même, que je trouve hyper intéressant parce que c'est vraiment l'expression de la nature humaine et voilà. Et du coup, après, l'appliquer dans le monde de l'entreprise devient presque facile parce que là, même si je ne pense pas en user ou en abuser, il y a le pouvoir de la hiérarchie, il y a le pouvoir d'un métier qui, si ça se passe pas bien, peut s'arrêter, etc. Mais c'est des choses que moi je n'utilise pas. Je prétends pas être un bon manager. En tout cas, je prends du plaisir à l'être. Et je pense que ça se ressent un petit peu dans mon équipe. En tout cas, C'est certain. je touche du bois, tu le vois pas, mais j'espère que ça va continuer à bien se passer avec eux. C'est génial, le leader équilibriste. Alors, on pourrait renommer Ouais. cet épisode comme ça. Je garde cette note Ouais. pour moi. Alors, on a un petit peu voyagé à travers tout ton parcours, Olivier, et je voudrais faire un autre bond en arrière, mais ça peut être en avant aussi. Si tu pouvais justement voyager dans le temps, qu'est-ce que tu aimerais faire différemment? Est-ce que, par exemple, tu remonterais sur le dos du cheval? Non, plus sérieusement, qu'est-ce que Euh, dans ton passé tu changerais voilà, des choses que tu aimerais modifier pour aujourd'hui? j'ai- Sincèrement, quand je regarde en arrière, j'ai toujours aimé ce que je faisais. Alors peut-être pas à 100%, peut-être à 90%, peut-être parfois à 80%, mais j'ai pas de regrets de choix professionnels parce que comme je disais tout à l'heure, mes choix professionnels se sont faits au fil de l'eau. Moi, Mmh. j'ai toujours été incapable, aux gens qui me posaient la question, décris-moi ta carrière professionnelle dans 15 ans. J'en sais Ouais. rien, je ne sais pas. De toute façon, elle ressemble jamais à ce qu'on avait décrit. Exactement, mais même au-delà de ça, pour moi, c'était une aberration de s'en faire une idée préconçue et de se dire, tiens, dans 15 ans, je veux être là. Moi, j'irais, ça fait un peu hippie et cervelet de dire, mais moi, j'irais où le vent me portera. Mmh. Bien J'irai sûr. là où les rencontres me porteront, et c'est comme ça que toute ma carrière a été construite, que ce soit dans les différentes agences dans lesquelles j'ai pu être, que ce soit mon changement vers l'entrepreneuriat, ce sont des rencontres, ce sont
c'est une ouverture au discours des autres, à aller vers les autres, à écouter les autres, puis à savoir écouter aussi. Le Oui, véganisme, ça a absolument. été pareil. Ici, ma présence ici, elle est uniquement liée au fait que il y a des histoires de rencontres qui se sont faites et qu'il y a des liens qui se sont créés. Voilà, et ça me va très très bien. C'est le D'ailleurs, fait c'est d'être ce capable de que... saisir aussi une opportunité, Oui, d'être dans oui, l'instant et oui. de prendre le virage quand il Et se présente à pour toi. ça, faut être à peu près ouvert et libre dans sa tête d'être emmené par le changement pour peu qu'il soit positif et constructif, et de pas avoir peur surtout, de pas avoir peur de faire des choix. De toute façon, hein, choisir c'est renoncer, tout le monde le sait, et le Absolument. changement ça fait peur à tout le monde. Donc parce que c'est la nature a horreur du vide. Ok, une fois qu'on s'est dit ça, donc ok, je reste chez moi, je bouge pas, je fais toujours la même chose pendant 50 ans et je deviens tout flétri parce que je serais pas heureux. J'ai toujours eu cette posture de m'ouvrir à des propositions, à des discussions, à des choses comme ça. Ça veut pas dire que je suis que je j'arrive pas à me fixer ou je suis volatile ou ce genre de choses, hein, pas du tout. Je reste dans des postes 4 ans, 5 ans. Mon Mmh. agence c'était 8 ans plus le earn-out vendu 2 ans, ça fait 10 ans au total. Donc il y a des périodes comme ça qui sont plus longues que d'autres, mais Bien sûr. je trouve que plus en termes de sujets, j'ai toujours été ouvert à des discussions, à des projets, et je trouve que c'est ça qui est rigolo, hein. Et on Pas ressent tellement ta de temps au fi travail que si on prend pas de plaisir, ça devient triste. absolument, on ressent complètement ta philosophie de vie à travers tout ça et en effet, on peut être dans l'instant présent et presque, à travers ce que tu nous racontes dans l'hédonisme, sans tomber, dans le côté, volatile. On peut rester quelqu'un de Oui, fidèle et fidèle à ses valeurs notamment, et malgré tout ça. pour autant, il y a un peu de cohérence aussi dans mon parcours, donc ça veut dire que ça s'est fait de façon assez naturelle. Énormément, Il n'y oui. a pas eu de grosse rupture, ce qui n'aurait pas été un problème, hein, pour moi, mais voilà, ça montre que, bah, le parcours s'est fait de façon, douce, agréable, et tout en avançant, quoi. Et c'est ça que c'est l'impression que j'ai, c'est ça que j'aime, quoi. Oui, tout à fait. Écoute, après tout le contenu, très riche que tu viens de nous partager, je vais pas te demander ta citation favorite, je vais garder celle de Jean-Paul Sartre, «Choisir c'est renoncer», elle est Voilà, elle est édifiante. exactement. Mais au contraire, si tu pouvais, nous donner, justement une lecture d'un livre que tu recommandes, peut-être celui que tu vas écrire, le leader, équilibriste. Alors je sais pas si j'aurai le talent d'écrire un bouquin, mais en tout cas il y a un livre que j'adore, qui est un livre un peu particulier qui s'appelle Les Accords Toltec, que d'ailleurs je recommande à mon équipe de lire. Je les D'accord. oblige pas, mais je leur recommande fortement et je leur dis pourquoi. Je pense que c'est important. Qui a été écrit par Don Miguel Ruiz et qui est un petit bouquin qui n'a pas de début, pas de fin. Enfin, il y a une page 1 et une page 120 à la fin, hein, s'il est assez court, mais qui se relie en permanence et qui apprend comment être soi-même dans la vie. Et être soi-même, il n'y a rien de plus compliqué, puisque l'intro, c'est simplement de dire que on est soi-même qu'avant même sa conception. Tiens, voilà une citation, si tu la veux. Waouh! On est soi-même qu'avant sa conception. Parce que même quand on est dans le ventre de sa mère, on n'est plus soi-même. On vit à travers elle, on vit à travers ce qu'elle mange, son mode de vie, son environnement, ce qu'elle écoute comme musique, puisqu'on on entend tout ça, et le bébé l'individu commence à se construire par rapport à quelqu'un qui n'est pas lui. Donc, et ensuite, quand on est, ça devient encore pire. C'est-à-dire qu'on vit par rapport aux autres, par rapport à la société, par rapport à ses règles, par rapport à ses lois, qu'elles soient morales, physiques, juridiques, peu importe. Donc être soi-même, c'est super compliqué. Donc il y a 4 accords qu'il faut suivre, en tout cas essayer de suivre, pour vraiment devenir soi-même. Et c'est un peu mon livre de chevet. Je sais pas, je pense que j'ai déjà dû l'offrir une vingtaine de fois sur les dernières années. Bon, c'est aussi parce qu'il coûte pas très cher, hein, Oui, mais ça te permet de, mais voilà, transmettre la bonne parole aussi, de ouais, prêcher la bonne parole autour de toi de exactement. manière, très subtile. Voilà, et ça apprend à faire les choses pour soi. Ça veut pas dire être égoïste, parce que tout simplement, il y a la notion de miroir, hein, que tout le monde connaît. L'image que l'on dégage nous est renvoyée par les autres. Voilà. Donc, si vous avez des gens autour de vous qui sont négatifs, qui font la tête, qui sont dans le pessimisme, c'est simplement que vous vous renvoyez cette image-là vous-même. C'est génial. Je vais le lire Je te avec le beaucoup conseille, d'attention. hein. En tout cas, Sincèrement, je merci te le conseille.
Très bien. Bah, si tu veux On en en offrir un reparlera à l'occasion. 21e, n'hésite pas pour Noël. Ouais. Merci beaucoup, Olivier, pour tous ces enseignements. Si tu avais un message à faire passer aux insiders, au-delà de tous ceux que tu nous as déjà transmis pendant ces dernières minutes, voilà, quel mot de la fin est-ce que tu aimerais partager à tous ceux qui vont nous écouter? Bah, c'est un peu celui que, toute proportion gardée, que j'ai essayé de transmettre à mes enfants pour leur vie entière, sans vouloir jouer un rôle paternaliste, mais plus amical et d'ouverture. C'est prenez du plaisir à ce que vous faites. Ne soyez pas guidés par l'argent, le pouvoir, la performance. Soyez guidés par le plaisir. Encore une fois, on passe 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, voire 10 par jour à travailler quand on n'y travaille pas le week-end, ce que j'essaie de pas faire du tout, moi. Mmh. Donc on passe tellement de temps au travail et tellement d'années, et puis ça va pas s'arranger puisqu'on va passer à 64 ans bientôt, peut-être, on va voir. Donc prenez du plaisir à ce que vous faites. Au-delà du fait que vous allez éprouver du plaisir, vous allez aussi conserver une bonne santé, puisque la contrainte, le stress, l'absence d'épanouissement dans ce qu'on fait est générateur de maladies, on le sait, hein. Donc plus on est épanoui, plus on est content de ce qu'on fait, plus on est en bonne santé. Et puis c'est tellement agréable de se lever le matin et de se dire, vous voyez, moi j'ai 55 ans, hein, donc je suis plus un jeune perdreau de l'année. Chaque matin quand je me lève, j'ai du plaisir à aller travailler. Je prends mon vélo, je vais travailler, je suis content. Et je rentre le soir, parfois je suis fatigué, mais je suis content. Voilà. Et c'est ce que j'ai dit à mes enfants depuis qu'ils ont commencé leurs études. Je leur dis, mais n'essayez pas de me prouver que vous voulez faire des 11 études pour me faire plaisir, ça me fera pas plaisir. Faites les études qui vous plaisent. Si vous voulez pas faire d'études, ne faites pas d'études, mais rentrez dans un univers professionnel qui vous plaît. Voilà, mes enfants sont dans différents univers. Il y en a une au Costa Rica dans un refuge pour animaux, parce que c'est son plaisir, parce que c'est sa passion. Waouh. D'autres travaillent, il y en a qui travaillent dans l'œnologie parce qu'il a commencé dans l'événementiel et qu'il Je s'est peux peut-être le découvert une mettre passion. en lien avec Xavier Tuzat, l'épisode 1, notre chef Ouais, sommelier. peut-être, ouais, pourquoi pas, ouais, ce sera avec plaisir. Et puis la dernière, celle du milieu, qui était dans le marketing, dans le digital, se lance dans la réalisation vidéo, et puis elle a quitté son agence parce qu'elle se dit, tiens, c'est ça que j'ai envie de faire. Bah voilà, pour moi, ça, c'est avoir tout compris dans ce que c'est que de travailler et de prendre du plaisir dans le travail. Voilà, c'est peut-être pas très professionnel ce que je dis, ou pas Au très contraire, hospitality, mais en tout cas, moi, c'est ma philosophie et c'est ce que j'ai envie de partager c'est au à contraire à tellement, tout tellement riche contributeur. d'enseignements et je trouve que ton message, tu l'incarnes tellement bien à travers tous les exemples que tu nous as donnés. Et voilà, ça me donne même envie de lancer un podcast sur la paternité. Je t'inviterai pour le premier épisode. Merci Écoute, ça sera avec beaucoup, plaisir. Olivier, pour tous justement ces enseignements très très riches, comme je le disais. Pour ceux qui aimeraient entrer directement en lien avec toi et te contacter, comment est-ce qu'on peut faire? Quelle est la méthode que tu préfères? Moi, j'ai un LinkedIn, Olivier Dufy, qui est très simple d'accès, DUFIT, Olivier Dufy. J'ai un Facebook, je suis sur Facebook. Sinon, par mail, j'ai une Mhm. adresse mail qui est Olivier underscore, donc le tiret du 8, le tiret bas, Olivier underscore Dufy, DUFIT, @yahoo.fr. Je suis encore sur Parfait. des noms de domaine C'est adorable de ta part de des donner années, même je sais pas combien. ton contact direct. Euh, Je mettrai tout ça en référence. voilà, si tu veux même mettre mon numéro de Oh, je téléphone, pense que j'ai pas de souci avec c'est ça. déjà pas mal. Tu vas te Voilà. faire, si l'épisode fonctionne bien, après, tu vas te faire Ah bah, je envahir te de le souhaite. personnes qui auront besoin Je te le souhaite. de tes conseils. Oui, mais je le prendrais pas comme le fait de donner des conseils, mais plutôt comme le fait d'échanger avec des gens. Oui, je suis d'accord Et avec les toi. gens qui m'appelleront ou qui m'écriront ont très certainement des choses aussi à m'apprendre. Bien sûr, on grandit comme Voilà, là pendant notre exactement, entretien. Je trouve qu'on exactement. apprend tellement et en tout cas, moi, voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir découvert plein de choses à travers toi et j'ai un peu vécu ce voyage en même temps. Donc merci à Bah toi écoute, d'être je suis venu ravi. faire un tour sur Hospitality Insiders et au plaisir de rééchanger avec toi bientôt. Merci beaucoup Maxime et bonne continuation. Je te souhaite plein de succès, plein de bonnes choses, mais je suis sûr que ça va se passer comme ça. Merci, à bientôt Olivier. À très bientôt. Bye. Chers Insiders, nous arrivons au bout de ce beau voyage en compagnie d'Olivier Dufy. J'espère que comme moi, vous avez pris beaucoup de plaisir à l'écouter. Maintenant, c'est à vous.
Si vous souhaitez m'aider et me donner de la visibilité, allez sur Apple Podcast et laissez une note ainsi qu'un commentaire. C'est le meilleur moyen de me faire connaître auprès d'autres futurs insiders. Vous pouvez aussi interagir sur mes différents réseaux, car j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Et si vous ne souhaitez rater aucune de mes actualités, rendez-vous sur le site hospitalityinsiders.net et abonnez-vous à la newsletter. À très vite!